votre émission d'analyse d'actualité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir deux grands invités. Il y a un d'ailleurs qui était un habitué de l'émission Redactu. Il s'agit d'Espoir Botumba et l'autre, c'est un syndicaliste et aussi écrivain. Nous allons aborder plusieurs thématiques. Premièrement, nous allons entamer avec la démocratie qui s'exprime avec ce face-à-face entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise. Mais avant d'entrer directement dans le vif de nos sujets, je vais présenter d'abord mes invités. Je commence avec Espoir Botumba. Espoir, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous les téléspectateurs. Je pense que c'est pour moi un honneur de faire partie encore de ces numéros, de ce nouveau numéro. Et je salue en passant mon co-débatteur d'en face. Merci Espoir, et je salue également Joseph Chibamou, syndicaliste et en même temps écrivain. Bonjour Joseph. Bonjour chers camarades, moi je suis habitué à appeler tout le monde camarade parce que vous êtes mon camarade. Surtout en tant que syndicaliste. En tant que syndicaliste, bien sûr. Merci en tout cas. Alors, tel que je l'ai annoncé, nous allons aborder plusieurs thématiques, mais la première thématique qui va faire objet du début de cette émission, c'est bien sûr cet échange qui s'est tenu au Palais du Peuple entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise. Vous avez tous vu comment la jeunesse s'est exprimée avec leurs préoccupations, les différentes préoccupations de la jeunesse. Vous avez vu que la jeunesse avait abordé la situation en rapport avec le chômage. Il y avait aussi la situation d'insécurité dans l'est du pays et également cette épineuse question de la corruption. Alors, je commence avec Espoir en tant que journaliste, puisque vous êtes pour le compte de Opulence Info. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet échange entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise? Vous avez vu comment la jeunesse s'est impliquée dans la gestion de la chose publique en présentant au chef de l'État leurs préoccupations. Alors, comment vous faites cette analyse dans cet échange-là qui s'effectue entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise? Merci encore une fois de plus, Olivier, pour cette question. Je pense que depuis que le Congo est Congo, pour moi, parce que ce que je dis n'engage que moi, je n'ai jamais vu un chef de l'État en train d'échanger, de parler avec la jeunesse. C'est ma toute première fois de voir un chef d'État accorder du temps pour écouter ce que pense la jeunesse, ce que pensent les jeunes. Pour moi, c'était un très bon exercice qui doit d'ailleurs être accentué. Ça veut dire que le chef de l'État, qu'il ne soit pas dans sa dernière initiative, mais que cela soit quelque chose qui va faire en sorte que ça puisse être répétitif pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que pense la base, ce que pensent surtout les jeunes. Parce que quand vous regardez la population congolaise, soit la classe politique congolaise, je dirais en 85%, elle est occupée par des jeunes ou soit envahie par des jeunes. Mais malheureusement, ces jeunes-là se font éteindre par rapport à leur façon de se comporter au sein de leur regroupement politique. Mais je pense que Félix Tshisekedi avait fait un très bon choix de pouvoir échanger avec les jeunes et que cela ne soit pas la dernière fois. Mais je pense qu'il a lancé l'ego et que les ministres, les mandataires et d'autres personnes qui occupent des fonctions au sein de la Res Publica, que toutes ces personnes-là puissent penser dans quelle mesure ils peuvent aussi inviter des jeunes pour parler et comprendre ce que pense la population. Parce que vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, quand il avait parlé avec les jeunes avaient eu le temps de pouvoir exprimer leur mécontentement, de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent, la corruption et autres. Mais moi, je me suis dit, est-ce que c'était le lieu vraiment approprié pour qu'ils puissent dire ça? J'ai dit non, parce que l'injustice dont ils font... L'injustice dont nous sommes victimes, nous les jeunes, n'est pas une injustice qu'il faut décrier devant le chef de l'État. Parce que quand pourquoi il ne faudrait pas décrier cette injustice devant le chef de l'État? Ma logique voudrait qu'ils commencent par décrier au sein de leur parti politique, au sein de leur regroupement politique. Parce que le chef de l'État... politique, il y a des organisations, ils dirigent, la plupart de ces jeunes occupent des postes au sein de leur parti politique. Il y a eu des présidents de ligues de jeunes.
Vous êtes sans ignorer, Olivier, qu'en République démocratique du Congo, le poste s'occupe par rapport au poids politique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un parti politique, il faudra que l'autorité morale, soit le président du parti politique, puisse proposer des noms des candidats, de gens qui peuvent être nommés telle ou telle part. Mais vous allez remarquer que la plupart des fois, les jeunes ne sont là que pour mettre la pression, pour envahir les rues, pour insulter, pour attaquer. Donc, nous, la jeunesse, on se considère comme si une classe d'attaque, une classe qu'il faudra utiliser lorsqu'il y a un mécontentement. Mais quand il faut donner des postes décisionnels, vous allez voir que au sein des partis politiques, on fait des privilèges aux gens qui ont déjà gagné des moyens, aux vieux qui sont déjà au sein du parti politique, et le jeune ne peut être que de courtier. Et c'est pourquoi je disais que ce n'est pas le lieu qu'il allait déplorer, soit décrier l'injustice sociale. D'abord, ils doivent commencer à dire des vérités à leur autorité morale, à leur dire que quand vous envoyez des gens occupés de postes aux entreprises, il faut penser aux jeunes, parce que c'est nous qui sommes au four et au moulin, c'est nous qui défendons l'idéologie du parti. Merci Espoir, vous aurez le droit de revenir à ce sujet. Je passe la parole à Joseph Tshibambu, vous en tant que syndicaliste. Il est vrai que vous avez suivi de près l'intervention du chef de l'État à l'endroit des jeunes. Comment avez-vous fait d'abord cette analyse? Le chef de l'État s'exprime en face de jeunes et accorde même la voix aux jeunes de vouloir étaler leurs préoccupations. Et vous avez vu comment les jeunes ont présenté leurs inquiétudes dans la gestion de la chose publique. En tant que syndicaliste, comment vous apercevez cela? Merci, camarade Olivier. J'allais dire au début que le combat est inégal. Vous opposez un vieux syndicaliste sur le plan politique à un expérimenté politique. Heureusement que vous accordez des thématiques diverses où on peut se retrouver. La question est bien posée et la démarche du chef de l'État est encouragée. Le camarade Espoir l'a bien dit. Il fallait faire exprimer la jeunesse. Ils ont déploré le manque d'utilisation des jeunes sur le marché du travail. D'abord, vous êtes sans ignorer que dans notre pays, il y a des lois. Il y a des lois qui spécifient, qui discriminent le travail par rapport aux étrangers. Il y a des emplois qui ne peuvent pas être exercés dans notre pays par des employés, des étrangers, et c'est légal. Curieusement, nous-mêmes Congolais, nous piétinons nos propres lois. Vous trouvez que les emplois, même des huissiers, des petits emplois dans la classification, sont exercés par des étrangers. Mais est-ce que là, il faut renvoyer la faute oui, à la jeunesse? Il faut demander au chef de l'État. Okay. Parce qu'il est le garant de la Constitution. Okay. Il doit savoir à qui est-ce qu'il peut s'adresser pour que cette injustice soit réparée. Parce qu'il y a un ministre du Travail. Il est censé intervenir dans ces dossiers. Le ministre du Travail a des inspecteurs du travail qui connaissent bien le marché. Ils connaissent bien le marché et ils doivent... oui, je disais qu'il y a le ministre du Travail, le chef de l'État doit s'adresser à son gouvernement. Dans les gouvernements, il y a un ministre du Travail qui sait qu'il y a des emplois que les étrangers ne peuvent pas exercer. Si vous allez dans les boutiques, dans les magasins en ville, vous verrez presque partout des vendeurs chinois, devant les kiosques, des vendeurs indiens, mais ce sont des travaux qui ne peuvent pas être exercés par des étrangers. Mais c'est ce que la jeunesse a décrié oui, face à face. La jeunesse a décrié. A décrié à qui? Au chef de l'État, qui est le garant, qui est censé donner des ordres au gouvernement, et le Premier ministre va réveiller la conscience du ministre du Travail. Et le ministre du Travail, à son tour, va répertorier cette conscience, cette éveil de conscience au niveau des inspecteurs du travail. Parce que cette situation n'échappe pas les inspecteurs du travail. Ils sont au courant de tout ça. Ils vivent ces réalités avec nous, mais ils préfèrent, permettez que j'utilise ce terme peu nationaliste, ils préfèrent être corrompus. En tant que syndicaliste, quels sont les lobbying que vous menez pour justement contrecarrer ces genres d'attitudes? En tant que syndicaliste, qu'est-ce que c'est que le syndicaliste peut faire? Le syndicaliste intervient là où il y a des travailleurs, mis dans de mauvaises conditions de travail. Mais quand vous trouvez, là où il fallait trouver les travailleurs des Congolais, ce sont des étrangers qui sont en place
Ils sont des travailleurs. On fait appel à vous. Vous allez vous occuper de leurs conditions de travail. Mais vous allez déplorer, mais vous n'avez pas le même poids que si c'était des travailleurs congolais mis dans les mauvaises conditions de travail. Donc maintenant, il faut regarder, il faut fustiger le comportement du gouvernement, pas l'entremise de leur chef qui est le chef de l'État. Ok, outre ce sujet par rapport au chômage de jeunes, à l'implication de jeunes dans la gestion de la chose publique, alors parmi leurs revendications, nous avons aussi noté la situation sécuritaire dans l'Est du pays et aussi l'implication des jeunes lors des prochaines élections. Alors cette question, je m'adresse directement à Espoir puisque vous êtes journaliste. Comment voyez-vous les prochaines élections avec la participation massive de jeunes ? Les élections de 2023 ne peuvent être que la bienvenue au milieu de la classe politique et que les jeunes qui sont aujourd'hui très populaires au sein des partis politiques se préparent pour affronter ces échéances. Donc je pense que ça sera un très bon exercice pour ceux qui vont peut-être s'aligner pour la première fois et ça sera une expérience déjà bien acquise pour ceux qui ont fait autrefois. Mais je pense que le fait que le chef de l'État a donné des privilèges aux jeunes, a encouragé les jeunes à pouvoir non seulement à être observateurs au sein de leur regroupement politique, mais aussi ils doivent s'impliquer dans la gestion de la politique nationale. Je pense que c'est une bonne chose et c'est une manière de les booster. Et je crois que cette manière de faire les choses a réveillé la conscience de beaucoup de jeunes qui autrefois hésitaient. Je pense qu'ils se préparent déjà pour que 2023 puisse être une année où ils doivent mesurer leur conscience, leur intérêt, leur vision par rapport à ce que la politique congolaise est en train d'attendre de tous ces jeunes-là. Alors, c'est ici aussi l'occasion de pouvoir rappeler à tous ceux-là qui ont des partis politiques, parce qu'au Congo, le jeune ne se retrouve pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que pour avoir un parti politique, vous devez avoir des moyens et que nous qui sommes encore jeunes, nous recherchons. Et d'ailleurs, quand on part chercher du boulot, on t'oppose surtout à la fameuse expérience de vie et des jeunes qui ont peut-être fini il y a quelques années. Je me demande cette expérience, ils en auront où alors que même les stages professionnels n'est plus autorisé dans certaines entreprises. Donc tout ça, ça peine à donner du courage aux jeunes. Mais je pense que cette attention particulière que les chefs de l'État a apportée aux jeunes va nous interpeller pour que nous puissions prendre conscience. Et je dirais qu'en 2023, quelles que soient les conditions, quels que soient les manques de moyens, j'encourage les jeunes qui sont prêts à pouvoir affronter, à pouvoir postuler à tous les niveaux jusqu'à la présidence, jusqu'à ce que je rêve d'ailleurs dans ce Congo avoir même un président de 28 ans, et pas comme Kabila qui était venu sur base d'un coup d'État, mais moi je pense que ça sera cette fois-ci un jeune élu plutôt, soit sorti des urnes. Ok, et en rapport avec la situation sécuritaire, cette question aussi a été abordée, alors quelle lecture vous pouvez faire ? La situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure encore dégradante parce que jusqu'alors les combats n'ont pas cessé, même si le sommet de Luanda a abouti à un accord non respecté et par le Rwanda et par les M23. Donc le Congo tient à défendre l'intégrité territoriale. Nos militaires sont déjà au point et donc ils attendent vraiment, ils n'attendent pas mais ils attaquent les groupes armés, pas seulement les M23, les ADF Nalou, les Maï Maï et autres, ils sont beaucoup. Donc la situation reste préoccupante pour la RDC, mais plus grave encore, comme je constate l'hypocrisie de la communauté internationale qui reste encore indifférente par rapport à la situation de la RDC, parce que je vois même à travers le monde footballistique, il y a des gens, j'ai vu les joueurs sénégalais, j'ai vu Roméo Lukaku, j'ai vu Cédric Bakambu et tant d'autres qui continuent à décrier, à dénoncer l'injustice parce qu'on tue au Congo et que là-bas on nous fait croire qu'il n'y a rien alors que tout le monde s'est levé avec la situation de l'Ukraine. C'est une injustice comme ça en plein 21e siècle que le Congo est en train de subir. Et d'ailleurs je t'informe qu'au moment où je te parle, il y a quelques heures, la Commission de l'Union européenne a débloqué 20 millions d'euros pour appuyer l'armée rwandaise. Je ne sais pas cet appui sur base de quel intérêt. Une armée qui est citée par des rapports et des rapports de beaucoup d'ONG d'être à la base du soutien du M23 qui a
qui a d'ailleurs causé désolation, qui a d'ailleurs amené la situation humanitaire inquiétante en RDC. Mais cette armée, vous les soutenez avec 20 millions de dollars. C'est quand même scandaleux au lieu de venir intervenir pour la RDC. Voilà. Joseph Tchibarmou, vous avez suffisamment suivi Espoir. Bien que cette question ait été abordée lors du face-à-face entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise, on se rend compte que cette situation préoccupante qui prévaut dans l'Est du pays, elle semble être ignorée non seulement par la communauté internationale, mais aussi au sein même de la sous-région de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous faites comme lecture par rapport à ça? Oui, comme lecture, mes camarades Olivier, moi je commence par l'ignorance au niveau de la RDC elle-même. Okay. Nous sommes un peuple en distraction congénitale permanente. Le peuple congolais. Nous sommes un peuple véritablement distrait. Distrait pourquoi? D'abord, nous avons commencé à qualifier cette faction M23 comme des rebelles. M23, ça c'est une ignorance de notre part. M23 ne sont pas des rebelles. Ce ne sont pas des Congolais. C'est une armée rwandaise que les Rwandais utilisent pour envahir la RDC. Et ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais, c'est un petit pays. Si nous prenons conscience, nous pouvons envahir les Rwandais. Avec nos maigres moyens, la population prend conscience que nous sommes envahis. On veut nous exproprier nos terres. Nous pouvons envahir les Rwandais en une journée. Mais derrière les Rwandais, il y a, comme Espoir vient de le confirmer, il y a quelques heures, la communauté internationale vient de débloquer 20 millions, ça ne représente rien, pour donner appuyer l'armée rwandaise, qui est en train de faire souffrir, de tuer au Congo, de piller au Congo, et ainsi de suite. Nous, Congolais, d'abord... On peut parler de l'injustice internationale. C'est une injustice caractérisée sur le plan international. J'ai un ouvrage, je ne sais pas, dans cet ouvrage... Nous allons revenir dans cet ouvrage, puisqu'il y a aussi quelques notions que vous avez épinglées là-dedans. Oui. Mais avant de revenir à ça, nous avons quand même une deuxième thématique qu'il faudra aborder. D'accord, je peux terminer sans parler. J'ai dit, le peuple congolais, nous sommes en distraction permanente. Nous devons nous lever, prendre conscience de nous-mêmes, que nous devons nous défendre, sans faisant abstraction à quiconque puisse nous apporter de l'aide. Nous combattons nous-mêmes et la communauté internationale va se rendre compte qu'effectivement, quand nous sommes déterminés, si nous ne sommes pas divisés, ils vont nous respecter. Mais il y a des divisions entre nous. Il y a des divisions au sein des Congolais. On nous utilise avec un peu de moyens, on achète nos frères à moindre frais, et ils viennent combattre les efforts des Congolais. Mais c'est ça, c'est date de longtemps, ça date quand même depuis le régime. Oui, ça date de longtemps. Ça date de longtemps. C'est bien utilisé. C'est cette même communauté internationale qui sait combien nous utiliser. Il y a en Belgique on dit l'union fait la force. Et les Européens savent chez nous qu'il faut viser pour mieux régner. Ils savent nous diriger. Ils savent que les Congolais sont prêts à bondir sur l'argent, sur la femme. Et ils jettent aux Congolais un peu de miettes d'argent, un peu de femmes, un peu de bière. Nous restons dans la distraction, nous oublions l'essentiel et les terrains sont en train de partir. Parce que la même communauté internationale qui déplore les tueries en Ukraine, qui déploie des armes pour défendre les Ukrainiens, ce qui s'est fait chez nous, ce n'est pas ce que la Russie a fait en Ukraine. Okay. Chez nous, on pille, on viole, on enterre vivant. La communauté internationale reste muette. Et nous envoie même une force d'occupation qu'on appelle la MONUSCO. Pour moi, si nous, Congolais, nous étions des gens responsables, je me demande, que fait la MONUSCO chez nous? Nous devons nous lever comme un seul homme faire partir la MONUSCO de notre pays. Nous devons aborder une deuxième thématique. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à cette première thématique pour que nous entamons une deuxième thématique. Un dernier mot à cette première thématique, c'est d'abord l'appel à la conscience de tous les Congolais. Les Congolais, nous devons prendre conscience que nous sommes aussi des êtres humains comme tous les autres. Si nous prenons conscience de notre existence en tant qu'êtres humains, nous devons nous dire que nous avons également droit à la vie. Actuellement, nous, les Congolais, nous ne vivons pas. Nous existons sans vie. Okay. Comment expliquez-vous que les Rwandais, qui n'a rien comme ressources minérales, et érige des usines sur son terrain, sur sa terre, sur son territoire,
avec des minéraux de Congolais. Et quand vous trouvez, il y a des Congolais qui sont en train d'aider, de mettre de l'eau au moulin des Rwandais pour nous envahir. Il s'agit déjà d'une trahison à l'interne, on comprend cela facilement. Oui. Alors nous allons aborder une deuxième thématique, Espoir, Joseph. Nous allons à présent parler de la sortie médiatique du président rwandais, Paul Kagame. Une sortie totalement, ça c'est mon avis, totalement injurieuse. Pourquoi? Parce que ces injures se sont faites à l'endroit du chef de l'État. Eh bien, le président rwandais s'est permis d'affirmer haut et fort lors du congrès organisé au Rwanda que le président congolais n'avait pas réussi aux récentes élections et que selon le chef de l'État, le prétexte accusant le Rwanda de soutenir le M23, c'est un prétexte de prolonger le processus électoral et s'éterniser au pouvoir. Est-ce que et là, il se pose une question. Comment Kinshasa peut contrer Paul Kagame dans ses propos? Je commence avec vous, Espoir. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que quand un fou t'insulte, je ne pense pas que cela va te faire mal. Lorsque un fou tient de propos discourtois, de propos qui sont injurieux, de propos qui sont vraiment, qui relèvent de l'ineptie, moi je pense qu'il n'y a rien vraiment à faire un problème là-dessus. Parce que Paul Kagame c'est un fou. Je le répète, c'est un fou parce qu'il n'a pas de leçons surtout démocratiques à donner à la République démocratique du Congo. Un président d'un pays des agresseurs. Parce que vous connaissez l'histoire du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays agresseur. Le Rwanda regorge de peuples agresseurs. Comment un pays qui a réussi à effacer toute une tribu, et vous pouvez vous imaginer de ça. Et ces pays où ces mêmes présidents qui a des leçons à donner à un pays démocratique, un président qui a été élu à 99% de voix, un président qui n'a jamais tenu des élections crédibles, un président qui reste là jusqu'en 2035. Espoir, par rapport à ça, il faudrait aussi noter que dans les jours passés, le président congolais appelait Paul Kagame de frère, mais aujourd'hui nous voyons le contraire. On peut appeler quelqu'un frère quand un frère s'est méconduit et un frère devient fou, on l'appelle fou. Tu étais mon frère et quand tu tiens de propos qui ne vont pas à un sens réel, tu es fou. Quand même que tu sois mon frère, mais tu es fou, on t'appelle fou. Parce que Paul Kagame n'a pas de leçons à faire à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays que nous avions vu ici sur terre. Un président qui a moins de 50 ans, mais qui a accepté de laisser le pouvoir. En RDC, nous avions vu un président qui a moins de 50 ans et a accepté de partir. En RDC, nous avions vu un ancien président qui circule bonnement, qui circule aisément dans son pays. En RDC, nous avions connu l'alternance politique. Donc aujourd'hui, si j'ai des enfants, je peux leur montrer, voilà notre ancien président. Et vous connaissez l'histoire du Rwanda? Tout simplement, notez ceci, mon cher ami Olivier. Paul Kagame n'a pas de leçons à nous faire. L'histoire politique du Congo ne l'intéresse pas. Donc là, il a perdu totalement la raison en réagissant ici. Non, il n'a pas perdu la raison, mais il s'est fait parler par des inepties. C'est-à-dire qu'on a touché là où ça fait mal. On a touché là où ça fait mal. Félix Tshisekedi a appuyé là où il fallait. C'est pourquoi Paul Kagame a perdu la tête. Paul Kagame commence déjà à parler de la politique du Congo, de l'élection en RDC sans pour autant évoquer l'élection au Rwanda. Vous voyez qu'il s'est perdu, il est incontrôlé. Revenons à la question, comment Kinshasa peut contrecarrer ses propos discourtois? Kinshasa n'a pas besoin de réagir parce que c'est un fou qui a parlé, je le répète. Il n'est pas contraint à réagir contre Paul Kagame. Mais je suis surpris que certains opposants viennent et puis ils s'appuient dans ça pour dire écoutez, ce que Kagame a dit, on veut repousser les élections. Ce sont des opposants qui reflètent la même vision que Kagame. Parce que Kagame n'a pas à s'ingérer dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Et ça, nous pouvons nous respecter en tant que nation. Et ça, c'est vouloir se jouer avec les gens. Vous voyez? Merci. Donc, ça ne peut pas nous faire mal. C'est un fou qui a parlé et pour moi, ça passe. Merci, Espoir. Alors, Joseph Tshibambu, même question. Comment Kinshasa peut contrecarrer Paul Kagame dans ses propos discourtois envers le chef de l'État? Merci, camarade Olivier. J'allais dire que le camarade Espoir a pris ce qui était à moi, il a dit. Mais, je vais le dire en tant que psychologue. Lui a dit qu'il y a un fou qui a parlé. En tant que psychologue, il n'y a pas de fou. Moi, j'ai dit Kagame, c'est un malade mental. Okay. Quand un malade mental, c'est quelqu'un qui a ses réalités propres
qui sont différentes des réalités que tout le monde prenne comme des réalités. Kagame peut bien le dire, que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Il faut faire abstraction de tout ce qu'il a dit. Ça ne nous concerne pas. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Tshisekedi a un très lourd travail à accomplir devant le peuple congolais. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une réaction de la part de Kinshasa par rapport à ça. Moi, je souhaite que Kinshasa, comme Espoir l'a dit, il n'y a que les opposants, les soi-disant opposants, qui veulent exploiter cela. Ça ne rime à rien que nous puissions nous mettre à expliquer. Ça, c'est donner de l'importance aux déclarations de Kagame. Okay. C'est lui prêter flanc à ce que Kagame a dit. Nous, il faut banaliser tout cela. C'est de la distraction pure et simple. Et nous pouvons continuer à lutter, à combattre. Le chef de l'État a l'obligation de chercher des moyens pour pouvoir renverser la situation à l'Est, donner d'abord la paix à l'Est du pays et revenir maintenant. Vous avez suivi les questions que les jeunes lui ont posées. Il y a ceci, il y a des injustices. Maintenant, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels il doit s'atteler. Et si maintenant il commence à s'atteler, à répondre à Paul Kagame, il est en train de perdre inutilement du temps. Ce n'est pas au président de la République de répondre, je dirais même les conseillers. Même les conseillers ne peuvent pas perdre, ça c'est mon point de vue, et même les conseillers du chef de l'État ne peuvent pas perdre le temps à répondre à Kagame. Kagame n'a pas de leçons de démocratie à nous apprendre. Je ne crois pas que, Joseph, cette situation continue à créer des problèmes, parce qu'il y a un président rwandais qui traite le président congolais des non-élus, des mots qu'il a utilisés, oui, alors qu'au sein de la force sous-régionale, nous retrouvons les forces rwandaises. C'est une sorte de situation compliquée, en fait. D'abord, il y a une distraction, je commence par là, il y a une distraction, comme je vous ai dit, du peuple congolais. Nous, on devait lutter que dans cette force, que les Rwandais, qui sont des ennemis avérés, ne puissent pas faire partie de cette force. Pourtant, cette force d'abord, le Rwanda n'a aucune leçon de démocratie à apporter. Quand il dit qu'il n'a pas été élu, oui, il y a eu certes élections en RDC. Combien d'élections il y a eu au Rwanda depuis que Paul Kagame est au pouvoir? Ça fait presque 30 ans, je crois. C'est depuis 91, je crois qu'il est au pouvoir. C'est pratiquement plus de 30 ans. Oui. Depuis ces 30 ans, combien d'élections il a organisé chez lui? Combien des élections crédibles, puisqu'il y a quand même eu des élections. Ça, ce ne sont pas des élections. Ça, ce ne sont pas des élections. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la voix au Rwanda pour dire non à Kagame, pour contester Kagame, pour dire non, ce que vous faites, ce n'est pas bien? Tandis qu'ici, on le dit. Mais j'ai suivi la jeunesse qui a parlé au président de la République. Vraiment, on dirait qu'il a agressé le président de la République. Justement, et ça sont des réalités. Il fallait le lui dire en face. Ce sont des signes d'ailleurs de la démocratie. Ce sont les signes de la démocratie. Si je peux utiliser un ouvrage, disons, une image de la Bible. Hein. Dans la Bible, on voit quelqu'un que Dieu a choisi. C'était Joseph. Il savait que c'est lui qui allait sauver son peuple. Hein. Mais il était le tout jeune. Il a été maltraité. Mais en fait, de compte, c'est lui qui a sauvé son peuple. Ça, c'est ce que moi je dis. Je crois que nous sommes dans la vision du Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu... Non, parce que j'ai suivi 2 prophéties avant l'élection de Félix. Qu'on lui avait dit Dieu l'avait choisi pour le peuple congolais. Et c'est quand il arrive au pouvoir, il remet le peuple entre les mains du Seigneur. Il remet le pays entre les mains du Seigneur. Ça signifie beaucoup. Et ce qu'il est en train de faire, c'est tout ce qui nous intéresse. En disant ce que vous dites, j'ai envie d'ajouter à vous une autre casquette, de dire que vous êtes aussi pasteur. Alors, je vais... Si vous pouvez me permettre, j'ai dit ça. Allez-y. Le papa de ce président, j'ai suivi ce qu'il avait dit, Félix Etienne, hein, en tant que président de directeur de l'ENDA. Okay. Il avait parlé d'intelligence. Il dit les diplômes des universités que nous pouvons obtenir, ce sont des prétentions de compétences. Okay. Je précède peut-être une question qui allait venir. Et ce sont des prétentions de compétences. Vous pouvez avoir 2, 3 diplômes de dernier cycle. Hein. Mais si vous êtes né avec le sang idiot, vous serez toujours un idiot. Okay. Ce qu'il est en train de faire, ce que Félix est en train de faire, moi je trouve que c'est l'homme qu'il fallait à ce moment pour commencer à casser. Imaginez-vous, cher Olivier, que la Gécamine, qui est le poumon de la RDC, était totalement vendue. Toute la Gécamine était vendue. Félix vient, il est en train de récupérer pour le pays la Gécamine qui redevient le patrimoine des Congolais. Rappelez-vous que le passeport que les Congolais
devait acheter, on l'achetait à 400, 300 dollars. Aujourd'hui, il coûte combien? Un billet d'avion, ici par exemple Lubumbashi, dans le même pays, c'était à 450 et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est à 200. Merci. Vous ne voyez pas que ce sont des réalités. C'est ce que les Congolais, nous cherchons quelqu'un comme ça. C'est ce qu'il est en train de faire. Espoir, vous avez entendu ce que Joseph Tshibambu, puisqu'on a senti en lui l'esprit de l'écrivain, hormis le fait qu'il soit syndicaliste. Alors, en écoutant tout ce que Joseph vient de dire, qu'est-ce que vous avez à dire, puisque vous êtes quand même journaliste? Oui, ce que je peux ajouter, c'est qu'il n'a pas menti, il a dit ce qu'il fallait dire, vraiment contre donc le la RDC n'a pas droit de réagir aux propos... On n'a pas droit d'accorder de l'importance à un fou. Okay. On n'a pas droit d'accorder de l'importance à quelqu'un qui veut se faire remarquer. Parce que, comme vous le savez, depuis que mon président Kabila était au pouvoir, on a toujours donné les caractéristiques de gens qui ne parlent pas beaucoup au Rwandais, n'est-ce pas? Paul Kagame, le nombre de fois qu'il s'est exprimé pour la situation de la RDC, je ne pense pas que depuis 20 ans, je ne pense pas qu'il a parlé plus de 2 fois. Mais vous allez remarquer qu'avec Félix, il a beaucoup pris la parole parce que tout simplement qu'on a appuyé là où ça fait mal. Parce que Kagame qui a dit que s'il faut chercher quelqu'un qui a gagné la guerre, il faut venir le chercher. Il s'est jeté de fleurs lui-même. Kagame a gagné quelle guerre? Quand vous prenez des armes, vous tuez votre propre population. Génocide rwandais. Là, vous appelez ça la guerre? Quand vous tuez votre propre population, c'est ça la guerre que vous avez gagnée? Kagame a déjà combattu contre quel pays? La RDC qui est victime d'une agression depuis 20 ans et le rebelle n'ont jamais réussi à récupérer, à nous arracher, pas même 1 centimètre de ces pays. Lui a déjà combattu, lui c'est un guerrier. Alors, Espoir, qui se détrompe de ses inepties. Voilà, tout simplement ça. S'il faudrait rester un peu dans cette thématique, il est vrai que la force sous-régionale de l'EAC appuie nos forces militaires, mais il y a une autre question qui a été quand même évoquée par Martin Fayulu lors de son intervention médiatique, qui a dit que cela occasionnerait, je dirais, un partage d'une partie du territoire à des peuples inconnus ou à des présidents inconnus, si on peut le dire. Est-ce que Martin Fayulu, dans ce sens, peut avoir raison? Je sais que vous avez toujours été contre ces propos. Non, je n'ai jamais été contre le propos de Martin Fayulu, mais je suis contre l'esprit de la condamnation. C'est-à-dire que même si le pays a quand même fait un progrès, vous êtes là justement pour condamner. Sur ce point, on ne voit pas un esprit de condamnation. Non, d'abord, je corrige quelque chose. Okay. L'armée rwandaise ne fait pas partie de la force régionale. Ça, le président de la République, lors des assises de Nairobi, s'était opposé et il avait obtenu gain de cause. Et donc, soyez-en rassurés, le Rwanda n'enverra pas ses militaires au Congo. Le Rwanda ne peut pas être jugé parti concernant la crise de la RDC. Donc, dans ses propos, il avait omis de citer les noms, mais on retrouve quand même les forces ougandaises. L'Ouganda n'est pas le Rwanda, bien que l'Ouganda est aussi impliqué dans cette crise qui sévit en RDC, mais quand même c'est le Rwanda, c'est les militaires rwandais que nous avions plusieurs fois remarqué dans le rang du M23. Nos drones ont filmé les Rwandais, les militaires rwandais traversant les frontières pour venir appuyer les M23, même si les Burundi, l'Ouganda est aussi cité, mais quand même les enquêtes sont en cours pour élucider. Mais si il s'avérait vrai, toutes ces allégations, les Ougandais aussi doivent plier bagages et ne feront plus partie de militaires de la sous-région. Donc le Rwanda ne fait plus partie de cette force qui viendra appuyer les FARDC pour le maintien de la paix. Mais je reviens pour dire au propos de Martin Fayulu, je suis tout à fait d'accord de cette fameuse zone tampon, c'est ça les mots qu'ils ont utilisés. Donc c'est-à-dire que la RDC ne peut pas avoir des zones tampons. Donc vous venez en appui, d'abord vous devez vous inscrire dans la logique de la vision du retour de la sécurité, vision élaborée par le gouvernement congolais. Donc vous n'avez pas
à inventer des roues. Vous venez dans notre pays, vous nous dites que nous allons constituer une zone tampon, nous allons habiter ici, vous allez peut-être faire votre administration, vous allez diriger les choses selon votre manière. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous venez en appui. La RDC est en train de payer tous ces éléments qui sont venus ici. Nous les payons avec notre propre argent. Donc, ils ne sont pas venus gratuitement. Ils ne peuvent pas aussi nous imposer de pouvoir rester ou faire former des zones tampons ici. Donc, ils doivent se maintenir, ils doivent être coordonnés par l'armée congolaise et pas question de zones tampons. S'il faut accepter ces zones tampons, c'est une fois de plus accepter l'occupation. C'est une chose que nous ne serons pas d'accord. Merci Espoir. Alors Joseph Kibangou, il est vrai que vous êtes écrivain. Alors notamment dans votre livre, vous avez évoqué ce point de la libération dans votre livre. Alors avant de nous parler de ce qui est contenu dans ce livre, est-ce que l'analyse de l'opposant Martin Fayulu peut être quand même prise en considération dès lors que la force sous-régionale de l'EAC appuie nos forces militaires et que plus tard on puisse parler de partage d'une partie du territoire national? Oui, Martin Fayulu, comme Congolais, il ne peut qu'être Congolais comme nous. C'est-à-dire, s'il prend position pour aider, pour contribuer de manière positive à récupérer nos terres qui sont bloquées, qui sont envahies par les Rwandais, je suis d'accord avec lui. Comme Espoir, je ne fais que me référer à Espoir parce qu'il prend la parole en premier. J'appuie ce que Martin Fayulu a dit. Mais il faut lui dire, comme conseil, en tant que Congolais, vous le dites en tant que conseiller, voilà ce que vous proposez. Mais il ne faut pas le dire de manière publique pour contester ce qui a été dit. Il faut corriger, vous pouvez corriger ce qui a été fait par le chef de l'État ou bien par les gens qui dirigent. Je suis totalement d'accord. Pour autant qu'il contribue, qu'il est en train de contribuer à l'effort de guerre de tous les Congolais, j'appuie la position de Martin Fayulu et je suis totalement contre le principe des zones tampons sur notre territoire. Si on dit zone tampon à la frontière, oui, frontière Kigali-Goma, on met une zone tampon, là oui, mais pas sur notre territoire. Là, nous devons combattre, nous devons accepter de mourir et ils viendront prendre nos terres quand nous serons pris là-bas. Alors, merci. Nous avons vu, vous avez apporté le livre que vous venez à peine de publier. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit dans ce livre? Qu'est-ce que cache ce livre? Merci, camarade Olivier. D'abord, ce livre s'intitule « Libérer Barabbas ». Libérer Barabbas, c'est une histoire biblique. Okay. Quand vous prenez cet ouvrage, je n'ai pas mis de ponctuation. Je vous retourne à l'école primaire. Quand le maître devait nous enseigner sur la ponctuation, il avait tendance à écrire une phrase. Le maître dit, virgule, l'élève est bête. Deuxième phrase, il écrit, le maître, virgule, dit l'élève, virgule, est bête. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes mots dans deux phrases. C'est pratiquement une phrase répétée deux fois. Mais avec la ponctuation placée à des endroits différents, le contenu devient l'inverse du premier contenu dans la première phrase. C'est pourquoi je n'ai pas mis la ponctuation à ce titre Libérer Barabbas. Si vous trouvez que ça va, vous allez mettre un point. Si vous trouvez, vous pouvez mettre un point d'interrogation, point d'exclamation, c'est à chacun de mettre son point. Et disons sa ponctuation pourquoi ces différentes options grammaticales, si je peux le considérer ainsi, vous les avez repris dans votre livre? Pourquoi ces options grammaticales différentes? Parce que je vous ai dit, nous Congolais, moi je m'adresse aux Congolais. Ce livre, je m'adresse essentiellement aux Congolais, sauf je vais m'adresser aussi à nos dieux, dieux en miniature, dieux en petit, les Occidentaux, qui prétendent nous créer et nous aider sans nous. Mais je m'adresse essentiellement aux Congolais pour réveiller leur conscience latente. Si les Congolais trouvent que libérer Barabbas, c'était une réalité, il met un point. Un Congolais éveillé ne va pas mettre un point. Il va mettre un point d'interrogation ou d'exclamation. Parce qu'il doit analyser la situation. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y avait un scénario. C'est-à-dire, ce scénario était le suivant. Il y a les rois Hérode. Vous pouvez aussi présenter le livre. Le livre est celui-ci. D'abord, si vous prenez, il y a des petites images partout et des écrits
des extraits de textes. Et tous ces extraits de textes sont significatifs, très significatifs. Vous allez trouver les femmes et les hommes, et les enfants avec des colis sur la tête dans la forêt, ainsi de suite. C'est ce qui signifie l'existence nauséabonde du peuple congolais, principalement à l'est de notre pays. Cette situation qui est en permanence à l'est du pays, nous l'avons vécue naguère dans le Grand Kasaï, avec comment on appelle, avec l'histoire de Kamwena Sapou. Nous l'avons vécu aussi même dans le Bas-Congo, avec les gens de Bundu-Dia Congo qui ont été massacrés sous le régime passé. Et nous sommes en train de vivre cette réalité dans le Maïndombe maintenant, avec nos voyageurs, ces gens qui sont venus de nulle part, à des milliers de kilomètres, je ne sais d'où, et avec des milliers et des milliers, avec des milliers de vaches qui sont venus de partout. Ils sont marchés sur notre pays. Ils ont commencé par le Kasaï. Ils sont arrivés ici à l'entrée de Kinshasa, dans le Maïndombe. Et les Congolais, nous avons appris. C'est en 2017, je crois, 2016. Et les gens au pouvoir, les gens qui étaient perchés au pouvoir, savaient ce que ça signifiait. Et nous, Congolais, ces gens-là, je ne dis pas qui sont-ils, mais nous, Congolais, nous avons vu ça. Il n'y a personne qui s'est posé la question. Nous les avons regardés. Et partout où ils sont passés, ils ont donné des cadeaux aux chefs coutumiers. Et ces cadeaux, comme des corruptions, leur permettaient d'acquérir des terres, de s'installer normalement. Est-ce que ces livres ne se limitent qu'au niveau de l'histoire, ou bien vous avez aussi quand même repris quelques pistes de solutions pour les problèmes qui peuvent avoir dans notre pays? Ces livres ne se limitent pas tout simplement à la description de la scène pittoresque, de la scène sauvage que nous vivons, nous Congolais. Il y a certaines pistes de solutions que nous pouvons envisager. C'est-à-dire que ces livres, c'est un réveil de la conscience. D'abord, vous les lisez. Lisez ces livres, ça va vous révolter. Vous allez vous rendre compte que nous existons sans vie, nous Congolais, que nous sommes maltraités, que les gens que nous prenons, parce que d'abord le premier chapitre s'intitule RDC, un contre tous, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. La guerre, ce n'est pas les Rwandais qui nous agressent, c'est toute la communauté internationale qui nous agresse. Voilà. Macron en premier, le petit roi de France, il est en premier. Il veut prendre nos richesses ici. Parce qu'il a vu, il y a quelqu'un qui veut lui priver les droits d'occuper, de posséder la terre congolaise, le petit Macron là-bas. C'est lui qui est l'instigateur en premier. Les solutions, par exemple, moi je peux proposer. On sent en vous une sorte de révolte. Hein? Oui. J'ai dit tout à l'heure, en se posant la question, qu'est-ce que la MONUSCO fait sur notre territoire? Parce que la MONUSCO est là pour déclarer en face du monde une façon de nous humilier davantage, qu'aujourd'hui on a enterré vivant combien, aujourd'hui on a tué combien, et il est là, il est devenu même notre bourreau. Merci, Joseph. La MONUSCO a massacré tout à l'heure là-bas. Et deuxième chapitre de cet ouvrage... Rapidement, puisque nous abordons déjà le dernier virage. Le deuxième chapitre, je disais, les sorciers, mon père. Les sorciers, mon père, ça signifie, nous faisons du bien à ces expatriés, à ces occidentaux. Nous faisons du bien à ces expatriés, les Indiens, les Chinois, ainsi de suite. Mais voyez comment ils nous maltraitent. Nous devenons comme leurs sorciers, parce que les sorciers, c'est la personne que l'on ne peut pas accepter, avec laquelle on ne peut pas vivre. Ils viennent nous piller. Au lieu de nous laisser même survivre, ils veulent que nous exterminer pour s'approprier notre richesse. Voilà pourquoi j'ai dit que les sorciers, nous qui sommes le père de ces infiltrés, de ces inconnus, de ces étrangers, européens, indiens, chinois, ils sont là pour nous maltraiter. Merci Joseph, nous signale déjà que nous avons largement dépassé l'heure prévue. Alors, Espoir, un petit dernier mot avant de conclure cette émission. Merci beaucoup. Si vous pouvez me les passer les livres, je voudrais conclure à travers ces livres, qu'on fasse... il nous reste que quelques secondes. Donc, je m'adresse à tous les Congolais. Voilà, si vous vous estimez jeune, voilà les livres qu'il faut lire. Si vous vous estimez patriote, voilà l'ouvrage qu'il faut lire. Libérer Barabbas. C'est ça le livre qui va révolter les esprits. C'est ça le livre qui va corriger les fous
de Kagame et son roi Macron. Merci. Merci Espoir et merci Espoir. Merci à Joseph Tchibamou. Je rappelle que Espoir, vous êtes journaliste et Joseph Tchibamou, syndicaliste et en même temps écrivain. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo. C'est un plaisir vraiment pour moi de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Oui.